En lisant Gascon, j'ai appris que Juraj Slafkovský était bélier. Ouais. Et ça, moi, l'astrologie, là, ça me passionne. J'étais tellement content d'apprendre ça. Je l'ai mal joué, là, parce que vous étiez... Je cherchais un « Hein? Ah ouais? » Un effet de surprise, mais vous l'avez vu dans ma face que... Non, mais t'as l'air du genre à aimer l'astrologie. Ouais, c'est ça. Ça nous surprend. Ça ne nous surprend pas. Non, mais je savais très bien là, que, en vous demandant votre signe astrologique, j'allais nulle part avec cette ouverture-là. T'as bien vu. Hein? On commence à se connaître. Mais un petit peu de superstition. Un petit quelque chose. Donnez-moi un petit quelque chose de superstition. Un petit... tu sais, Martin, là, quand tu lançais, tu mettais dessus un bas, le bas droit en premier. Juste quelque chose, là. Un petit peu d'ésotérisme. Pas sûr que c'est le bon mot, mais enfin. Pas beaucoup. Pourtant, quand j'étais adolescent, enfant, j'étais passionné par... je lisais... quand j'allais à la bibliothèque, c'était toujours des livres sur le triangle des Bermudes, sur les extraterrestres, sur... OK. mais oui. Fait que l'ésotérisme, un peu, ces choses-là, quand j'étais... Mais à l'adolescence... mais j'ai pas ça s'est évaporé. Et d'ailleurs, je trouve, pour tous ceux qui nous écoutent, là... Si vous avez une première date avec une fille puis qu'elle commence à parler de son signe astrologique... Le drapeau rouge? Non, je pense que c'est un drapeau rouge en partage. Position... Non, mais... Juraj, évidemment, c'est ça. Si c'est Juraj, vous pouvez parler d'astrologie parce que visiblement... Lui, il est dedans. Ce qui est bien correct, là. Ouais. Ce qui est bien correct. Moi, je me suis toujours demandé comment ça se fait que quand tu lis l'astrologie le matin dans les journaux puis qu'ils disent que tu vas passer une mauvaise journée, finalement... Il y a comme le 12e des gens dans le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ont le même signe astrologique, qui vont passer le même type de mauvaise journée, puis tout le monde va jouer le 8. Alors, il va y avoir tellement de gagnants, ça va tout être des béliers. Il ne restera pas beaucoup si on se partage ça à la gang. C'est ça, exactement. Il ne restera pas beaucoup. Fait que, aucune superstition, toi non plus, Marc-Antoine? Moi, je trouve ça... Non, tellement pas. Moi, je suis un... Je suis vraiment un... Je suis pas croyant. À la base, je suis un sceptique. J'écoute les gens dire... par exemple, quand on parle de blanchissage, il faut pas dire le mot blanchissage parce que le fait de le verbaliser, ça va faire en sorte que... C'est le jinx. Ouais, ça va jinxer. Ça va faire en sorte que le gardien en question ne l'aura pas. Je trouve ça ridicule. Comme si on avait ce pouvoir-là, que le simple fait de le vocaliser, de le dire à haute voix... ça allait finalement nuire aux chances du gardien de but en question, alors que dans le fond, il n'y a aucun... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Aucune corrélation. Mais non! Mais j'aimerais avoir ce pouvoir-là. Il y a des partisans du Canadien, par exemple, quand l'équipe était en série à l'époque, mais... Ça, les enfants, ça, c'est il y a très longtemps. Quand l'équipe gagne, ils reprennent la même routine d'avant-match, au souper, de préparation. On s'assoit aux mêmes places sur le sofa. Ben oui. Ben, en ce moment, l'entraîneur-chef des Canadiens se laisse pousser une barbe par superstition. Est-ce que c'est ça? Parce que là, tu le mêles... C'est vrai, c'est ça? Ben, écoute, à micro fermé, ça a été un petit peu... C'est ce que j'en ai conclu, parce que c'est pas nécessairement tant qu'on va gagner, je me raserai pas. Toi, elle est pourquoi ta barbe? Moi, il n'y a aucune... Moi, la seule superstition que j'ai, c'est un effort de plus en plus vain de cacher un deuxième menton. Ça, tu vois, c'est une raison pragmatique. C'est ça. C'était comme la raison de base. Puis elle a pris le bord. Alors finalement, regarde. Ben écoute, je suis content. Je savais pas. Je suis content que, tu vois... Tu savais pas qu'il y avait un deuxième menton? D'abord, il y a ça, parce que c'est habilement dissimulé. Mais avec la barbe de Martin Saint-Louis, tu vois, on apprend quelque chose. Ça a l'air d'un segment trivial, mais non. Il y a de l'info. Il y a de l'information tout le temps. Il y a de l'info. Ça reste quand même un peu trivial. Mais oui. Mais c'est les deux. Oui, mais c'est ça. Donc, non, c'est parce qu'il dit, même si on a perdu, après le dernier match contre Dallas, même si on a perdu, il dit le processus est encore bon. Fait que, il a raison. Alors... En ce sens-là, il va garder la barbe tant que le processus va être bon. Si ça continue comme ça, va peut-être... Il va finir comme Karl Marx, là. C'est ça, va peut-être se rendre... Oui, c'est ça. Le Gran Antonio. Le processus a été bon pendant des années, puis le Gran Antonio, manifestement. Oui. Bon, d'accord. Non, mais je me dis un petit quelque chose, là. Je sais pas, là. Moi, je suis pas superstitieux, mais des fois, j'ai des petites routines, des petits... Je sais pas si ça m'amuse. J'y crois pas, mais... Ça m'occupe. Donne-nous donc un exemple, puisque tu nous as lancé là-dessus. La seule superstition que j'ai, on a une collègue
au sport Radio-Canada qui organise un groupe pour les tirages de loterie. Là. Et ça, je suis persuadé que si jamais je sors de ce groupe-là, ils vont gagner le tirage suivant. Alors, fais-donc un geste d'altruisme. Je refuse de sortir du groupe. Si je gagne pas, personne va gagner. Exact. Non, mais on parlait tantôt, quand j'étais plus jeune là, et que j'étais civil, là, on faisait ça, s'asseoir aux mêmes places devant un match, des trucs comme ça. On faisait ça, c'était pas... on n'y croyait pas. Il n'y a personne qui capotait si c'était pas respecté. Mais ça donnait, je sais pas, ça nous donnait l'impression de participer. Exactement, de participer. Et merci à vous de participer. Aujourd'hui, un portrait panoramique. Tout est une question d'attitude. Et il y a des montagnes en Utah. Ça, c'est l'autre affaire que j'ai appris dans le texte de Gascon. Eh bien. C'est Tellement Hockey, épisode 371. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Salut, messieurs. Et il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Oui, mais je pense que c'est en tant qu'équipe, là, on a pris un step dans la bonne direction. On a fait quelques ajustements au niveau du système pour être un petit peu plus agressif. Ça nous a permis justement de passer un peu moins de temps en zone défensive, créer plus d'offensive. Puis à partir de là, je pense qu'on gagne de la confiance, puis on gagne de plus en plus de matchs. David Savard, à propos de la barbe de Martin Saint-Louis, parce qu'il y a c'est ça, c'est de ça dont il s'agit. Ça a encore été un bon week-end. Ça a encore été même un excellent week-end pour le Canadien, malgré ce point, enfin, qui est allé aux Stars samedi soir, parce que c'est une défaite en prolongation, mais c'est ça que c'est également. À quand la correction? Hein? Ça commence comme ça. Ben, c'est une bonne question parce que je regardais les chiffres, les statistiques avancées depuis le 1er décembre. Oui. Pour essayer d'avoir un éventail suffisamment, un échantillon satisfaisant, puis qu'on n'ait pas trop un billet de récence par rapport au succès du Canadien des dernières semaines. Puis depuis le 1er décembre, la seule chose, ça va bien à peu près partout, sauf au niveau des chances dangereuses à 5 contre 5. Fait que le Canadien est l'une des équipes qui en génère le moins par tranche de 60 minutes et l'une de celles qui en accorde le plus. Alors, généralement, ce genre d'indicateur-là suggère que ça peut finir par te rattraper à un moment donné. Ça m'a surpris de voir ça parce que à l'œil nu, c'est pas l'impression que j'ai en regardant les matchs du Canadien. Alors, peut-être que finalement, il n'y aura pas de correction et que ce drapeau rouge-là, dans le fond, n'est qu'un drapeau jaune. Mais donc, parce que de l'autre côté, tu pourrais aussi très bien dire, ben écoutez, on annonce depuis plusieurs semaines le fait que Kirby Dach est en train de revenir, puis ça va mieux, puis Alex Newhook, ça va mieux, puis Slavkovski va finir par tourner le coin, pardonnez-moi l'anglicisme. Mais le fait est que tu as des joueurs au sein du top 6 du Canadien qui ne jouent pas à pleine vapeur à la hauteur de leurs moyens en ce moment. Alors, le Canadien joue très bien en ce moment sans que certains de ses effectifs qui devraient être les plus importants fonctionnent à toute vapeur. Ouais. Donc, ça peut vraiment aller d'un côté comme de l'autre. Mais je pense que ce qui est le plus encourageant derrière ça, c'est que puis c'est là où peut-être la correction pourrait ne pas venir, c'est que le processus, la façon de jouer du Canadien, et c'est quelque chose qu'ils peuvent répéter de plus en plus. Ils ont une formule. Martin Saint-Louis a utilisé le mot recette l'autre jour. Ils ont une recette qu'ils ont développée et qui sont à même d'appliquer match après match. Puis peu importe que le Canadien gagne ou perde, la façon de jouer demeure la même d'un soir à l'autre. Et ça, quand on parle de constance, il y a des soirs où l'équipe... Être constant, c'est pas nécessairement être au sommet de ses moyens à tous les soirs, mais c'est d'être capable d'offrir un rendement maximal en fonction de tes capacités un soir donné. Parce que, il y a des soirs où tu vas avoir les jambes lourdes, tu vas en avoir moins dans le système, mais est-ce que tu es capable d'aller chercher des ressources, d'aller chercher dans le style de jeu de l'équipe, dans ce qu'on appelle en anglais le B-game, le match de catégorie B que tu as,
es-tu capable de te référer à ça pour finalement quand même aller soutirer le maximum de ce que tu peux donner ce soir-là? Alors, à l'échelle de l'équipe, c'est ça, avoir de la constance, puis la recette qu'ils sont en train d'appliquer, ben, elle pourrait continuer d'ici la fin de l'année, ou du moins pour un bon bout de temps encore. Jusqu'à temps que ça arrête, ils sont constants. Tant qu'ils sont constants, ils sont constants. Mais la tendance est lourde. Même, ça fait... Depuis que l'équipe est complète, depuis le début décembre, l'équipe est très constante. Je pense dans les 18 derniers matchs, 11 matchs où le Canadien a accordé 2 buts et moins. Ça, c'est le premier facteur qui permet de gagner dans cette ligue-là. Marc-Antoine a raison quand il dit que la constance fait foi de tout. Parce que dans une saison de 82 matchs, tu vas peut-être jouer 20 très bons matchs. Tu n'es pas sûr de les gagner, ces 20 très bons matchs-là, parce que tu peux frapper tu peux être un gardien de déviation, un bon ouais. gardien de l'autre côté. Tu vas jouer 20 mauvais matchs. Tu as des grosses chances de les perdre, ces 20 mauvais matchs-là. Ouais. C'est rare que tu vas remporter Et il y a 40 matchs au cours desquels tu vas jouer... Tu essaies juste d'être constant, de faire les bonnes choses. Il n'y a pas de niveau d'adrénaline particulier dans ces matchs-là. Il faut que tu passes à travers le calendrier. Et si tu n'es pas constant, c'est très difficile de gagner la majorité de ces matchs-là. Alors, moi, je trouve ça magnifique ce qu'on voit chez les Canadiens, parce que tout ce qu'on se disait en début de saison qui devait être amélioré, on parlait du jeu défensif, là, on en parlait la saison dernière du jeu en zone défensive, qu'il fallait que ce soit corrigé. Ça a été fait. On parlait des unités spéciales qui devaient mieux faire. Énorme amélioration de ce côté-là. Le fait qu'on a ajouté l'aîné qui a marqué 9 buts, un avantage numérique... au cours des 5 dernières semaines, ça aide l'avantage numérique. Ouais. Et je me souviens d'une plainte aussi qu'on avait formulée ici en début de saison. À l'Ombudsman? Moi, au bureau des plaintes. J'en revenais pas de voir comment le Canadien se faisait brasser en début de saison et sur la patinoire du Centre Bell, souvent. Les adversaires arrivaient, puis on ne se gênait pas pour frapper des joueurs au centre de la patinoire, des mises en échec épouvantables. Puis on était toujours en train d'essayer de réparer ça. On courait après l'adversaire pour dire, là, tu nous as attaqué, tu as essayé de blesser quelqu'un. Ouais. Et là, ce qu'on voit récemment, la dernière légère tendance qui se dégage, c'est que le Canadien prend l'initiative de ça, d'implanter, de marquer la présence, de donner des bonnes mises en échec. Puis il y en a plusieurs qui sont capables de contribuer. Là, on a vu samedi Patrick Laine traverser la patinoire pour aller frapper solidement un joueur des Stars de Dallas. Mais Josh Anderson met l'épaule à la roue à tous les soirs. Emil Heinemann participe à ça. Caden Goulet. Le premier match... de retour du Canadien après le long voyage des fêtes. Là, tout le monde pensait que ça allait être c'est toujours un match un peu périlleux là, parce que les joueurs sont un peu plus éteints. Il a donné le ton en s'engageant physiquement, puis il est là soir après soir. Et Jacky, il est toujours présent dans ce genre de match-là, mais ça entraîne d'autres gars. Kirby Dack le fait davantage, Slavkovski. Et ça, c'est une autre amélioration parce que c'est une équipe qui avait tendance à se faire manger un peu la laine sur le dos. Et si tu veux gagner une majorité de matchs dans la Ligue nationale, il faut que tu sois capable de jouer plusieurs styles de jeu. Quand c'est ça, jeu de finesse, il faut que tu sois capable de rivaliser. Mais quand c'est un petit peu plus rude... Et ça, c'est une nouvelle facette qu'on voit apparaître depuis quelques temps. Puis j'ajouterais un autre nom à cette liste-là, c'est Nick Suzuki. Moi, ça m'étonne parce que ça n'a pas toujours fait partie de son jeu, mais il s'implique physiquement davantage cette année que par le passé. Des coups d'épaule qui surprennent. Peut-être que l'adversaire ne s'attend pas que ça vienne de lui, mais c'est une dimension qu'il a ajoutée à son jeu. Et par le passé, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui s'impliquaient physiquement et c'est très demandant de le faire sur une base régulière. Alors, si tu tournes toujours vers Anderson puis Jacky pour dire « faites ce travail-là », à un moment donné, ils vont pomper l'huile. Tandis que quand c'est réparti sur plusieurs joueurs, ça fait en sorte que la pression sur l'adversaire est constante, qu'il y a un effet d'entraînement qui énergise tout le monde, puis en même temps, ça diminue la pression sur toujours les mêmes suspects habituels à qui incombe la responsabilité de faire ça. Alors, c'est très sain que ça ne revienne pas systématiquement au même joueur. Et venant d'une jeune équipe, je trouve ça intéressant. Ça reste la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue que l'équipe commence à s'imposer comme ça, c'est intéressant. Puis je suis retourné jeter un coup d'œil aux statistiques de la Ligue nationale, des alignements de la Ligue nationale.
Et je pense qu'on a parlé de ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur le fait que le Canadien a beaucoup de petits joueurs en grandeur. Mais c'est la 8e équipe la plus lourde de la Ligue. C'est ça, ils sont pesants. C'est quand même, ouais. Ils sont pas grands, mais ils sont marteaux. Parce que tu disais il y a 2 semaines, tu disais, je veux bien croire qu'il joue gros, mais il n'est pas gros. Mais s'il est pesant, est-ce que ça compense? Ben, tu sais, c'est pas un gars qui est lourd, Alexandre Carrier, mais tu sais... Moi, on parlait de Carrier. Il s'implique physiquement, mais quand même... Suzuki, pour sa grandeur, c'est un gars qui est très lourd. Il est 207 livres, Suzuki. Là, c'est un Moi aussi, je suis comme ça. Alors, si on utilise cet outil-là de plus, si on commence à sentir qu'on peut prendre cette place-là, ça démontre, je trouve, un autre signe de progression. Mais pourquoi ça émerge? Là? Je sais que c'est une question, il n'y a peut-être pas de réponse, là, mais... Moi, je pense que ça émerge avec la confiance. Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment un trait où quand tu sens que tu es l'initiateur, quand tu sens que tu peux prendre le contrôle d'un match puis que tu n'as peur de personne, tu peux le faire de différentes manières, mais je pense que de s'impliquer physiquement, c'est une façon de marquer son territoire. Mais il faut pour ça que tu aies confiance en ta façon de jouer. Il faut que tu aies confiance en tes chances de gagner, puis que tu n'aies pas continuellement peur de faire des erreurs. Alors, de cette manière-là, tu vas être plus agressif. Tu te dis, bien, étant donné qu'on est dans une bonne zone puis que les choses vont bien, on va rapidement donner le ton pour s'assurer que ce soir encore, on va retourner dans cette bonne zone-là. Alors, c'est pour ça que très souvent, c'est en première période, c'est tôt dans le match que le Canadien fait. Puis Martin parlait du match contre Vancouver. Le Canadien revenait d'un long voyage. Les gars disaient, on ne sait même pas quelle heure il est en ce moment, tellement on a changé de fuseau horaire souvent. Mais l'utilisation de la robustesse, ça a été un choix conscient de pouvoir utiliser le jeu physique pour se mettre dans le match puis éviter de combattre la fatigue. Puis ça a été la même chose contre les Stars de Dallas samedi dernier. Le Canadien jouait 2 matchs en 2 soirs. Il est rentré. Ils ont passé plus que 2 heures sur le tarmac à cause d'un problème mécanique. Puis ils sont rentrés chez eux. Il était genre 3h30, 4h du matin. Ils étaient croches, là. Mm-hmm. Puis ils sont arrivés. Martin Saint-Louis leur a dit, les gars, si vous répétez dans votre tête, je suis fatigué, ça va pas bien, vous allez être fatigué puis ça ira pas bien. Alors, mettez ça de côté. Vous le savez, mais maintenant, mettez ça de côté. Puis les gars sont arrivés sur la glace et bing bang, ils ont multiplié les mises en échec. Peut-être que les officiels mineurs ont été un petit peu généreux, mais ça a fini 30-8, les mises en échec. Puis c'est pas nécessairement parce que les Stars ont dominé outrageusement la possession de rondelles non plus. C'est parce que le Canadien a voulu donner le ton et un peu combattre la fatigue par un surcroît d'efforts physiques, puis de s'imposer de cette manière-là. Je disais, il n'y a peut-être pas de réponse parce qu'à l'inverse, là, il me semble que c'est quelque chose que même quand tu n'as pas confiance, même quand ton jeu n'est pas... Il me semble que c'est quelque chose pas de facile, mais de dire, regarde, ça va peut-être pas bien, mais on va finir nos mises en échec. On a peut-être de la misère, mais on va marquer notre territoire. Ça marche de ce bord-là aussi. Ouais, mais il le faisait maladroitement avant. Il y avait de l'indiscipline. Je me souviens, Arbor Xhekaj, il courait partout, essayait de frapper tout le monde. Puis ça aussi, c'est un truc qu'on a vu disparaître, les pénalités d'indiscipline qui plongent l'équipe en désavantages numériques constamment. Il y a pas encore Caulfield. Il y en a encore. Il y en a Struble, encore, mais c'était... Armia, pas Armia, mais Dak, je trouve que ça a été un problème majeur, à une certaine période, la saison dernière. Moi, j'en vois moins souvent. C'est sûr qu'il va toujours en rester, mais... C'est ça. On parlait de Xhekaj aussi. On en voit moins de la part de Xhekaj. Assurément. Xhekaj, c'est incroyable, mais la maîtrise dont il fait preuve là, présentement par rapport à ce qui était auparavant, écoute, il est en train de devenir un défenseur efficace à la Ligue nationale. Tout en exerçant le même rôle puis sans avoir à courir après tout le monde pour essayer de se battre à tous les 3 matchs. Il est respecté. Il joue son match, donne ses mises en échec, puis quand il doit intervenir, il intervient, mais c'est beaucoup moins souvent qu'avant. Tu vois, depuis le 1er décembre, le Canadien est quand même ex-aequo au 5e rang de la Ligue pour le plus de pénalités mineures depuis le 1er décembre. Fait que c'est probablement que on s'en aperçoit moins parce que même s'il joue avec le feu, il se brûle moins souvent. Le désavantage est plus difficile. C'est ça. Oui. Et ça fait partie de ce que tu disais tout à l'heure. D'ailleurs, je pense que j'ai compilé quelque chose là-dessus ce matin. Bougez pas, là, j'ai ça dans mes notes.
Puis on va jouer. Le Canadien a accordé jusqu'à présent, en une demi-saison, 12 buts de moins en désavantage numérique. Juste en désavantage numérique que la saison, qu'à pareille date, la saison dernière. C'est beaucoup de buts. Là. Et là, on n'a pas le total, mais tu disais, il me semble, en début d'année, il fallait en retrancher 30. C'était ça? Il fallait en ajouter 30. C'est ça. On revisitera ça éventuellement. Ben, juste au niveau... Mais j'ai les chiffres ici par rapport à la même date l'année dernière. Là, le Canadien a, cette saison, marqué 12 buts de plus qu'à pareille date la saison dernière. Et il faut garder en tête qu'il y a eu 5 semaines épouvantables pour commencer la saison. Fait que ça a teinté un peu les chiffres globaux. Et le Canadien a accordé seulement 3 buts de moins qu'à pareille date la saison dernière. OK. Sauf que c'est le premier segment de la saison épouvantable qui a teinté ça parce que depuis le début décembre, le Canadien est pas loin du top 10 de la Ligue nationale en défense. Donc, les objectifs sont encore à vue. Ben oui, absolument. Quand tu descends la liste d'épicerie puis tu réalises finalement que tu peux cocher chacune de ces cases-là puis dire « Ah, tiens, il y a une amélioration », c'est sûr que c'est encourageant. Bon, ce qui était positif il y a un mois est devenu un problème, à savoir que il y a un mois, le Canadien avait beau être la pire équipe de la Ligue, il était à 3 points de faire les séries. J'exagère, là, mais c'est presque ça. Et là, malgré une semaine, pas une semaine, mais un mois et demi là, de survolé, c'est quoi? C'est top 10, top 5 de la Ligue, dépendamment des statistiques. Le Canadien n'est pas tant plus avancé. Oui, là, mais il y a vraiment, vraiment congestion. C'est ahurissant à quel point il y a 5 équipes qui pourraient s'arracher une des 2 places là, pour le repêchage. Plus que ça. Parce que même les Sabres de Buffalo sont largués, mais je ne sais pas si c'est largué, là. Non, c'est ça. Ils sont mathématiquement encore dans le coup, mais... Il y a tellement d'équipes devant. C'est fou, là. C'est ahurissant. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais soulevé le point qu'ils étaient peut-être 7 équipes en dessous de 500 à un certain moment donné. Puis la raison pour laquelle le Canadien, malgré sa bonne tenue, reste un petit peu au cœur de cette lutte-là, c'est que les autres équipes aussi ont eu des poussées, vraiment des poussées significatives. Les Penguins de Pittsburgh, juste avant Noël, ont eu une grosse poussée. Là, ils ont ralenti depuis ce temps-là. Les Sénateurs d'Ottawa, il n'y a pas très longtemps, étaient tout feu, tout flamme, grosso modo, jusqu'à ce que Linus Ullmark se blesse de nouveau. Bizarre, ça. Depuis le changement d'entraîneur à Détroit, sous Todd McLellan, ils sont encore dedans. Ils ont gagné 7 matchs de suite, sont au cœur de la course. Ils jouent contre les Sharks ce soir. Ben voilà. Les Blue Jackets de Columbus ont gagné 4 matchs de suite. Eux autres aussi sont très... Ils sont sur une bonne séquence. Sont sur une bonne séquence. Ouais. Alors, c'est difficile de se distinguer des autres quand tes rivaux aussi sont sur des lancers. Alors, on disait souvent la saison dernière, coudonc, on dirait que c'est une course aux séries éliminatoires, mais une course à la tortue parce que personne n'en veut vraiment. Finalement, les Capitals de Washington avaient réussi à se tailler une place en série malgré un différentiel de moins 37. Mais cette année, bon sang, cette course au 4e as-là, je trouve que même si c'est des équipes qui sont clairement de moindre calibre par rapport aux principales puissances de l'association Est, c'est des matchs qui, déjà à ce temps-ci de l'année, sont farouchement disputés. C'est comme si c'était déjà des matchs sans lendemain qui étaient disputés. Ben, c'est ça que c'est. Ouais. Et tu disais, au début de l'année, c'était hallucinant, là, à partir de la position, disons, 9 là, ou 8 et en descendant, il y avait vraiment beaucoup d'équipes qui jouent en bas de 500. Et toutes ces équipes-là jouent au-dessus de 500 maintenant. Ouais. Ça inclut le Canadien, mais Columbus et toutes les équipes que tu as nommées. Puis, tu sais, ce qui a rajouté aussi au bassin d'équipes, il y a 2 équipes qui surprennent négativement. Les Bruins de Boston qui sont un peu en chute libre à l'heure actuelle. L'effet nouveauté de leur entraîneur-chef, Joe Sacco, n'a pas fait... Ouais, ça n'a pas fait long feu. Alors, eux, ils sont vraiment dans les câbles à l'heure actuelle. Ils ont gagné seulement 3 de leurs 10 derniers matchs, puis ils ont joué plus de matchs que tout le monde. Alors, ils pourraient facilement se faire rattraper. Les Rangers ont connu 2 mois épouvantables. Là, ça commence un petit peu à se replacer. Puis s'ils se replacent pour vrai, avec Igor Shesterkin devant le filet, c'est une équipe qui va toujours être à surveiller. Mais tu sais, il faut que tu regardes les équipes qui affichent le plus de constance. Puis dans ce groupe-là, Columbus, mine de rien, c'est probablement l'équipe qui a été
la plus régulière depuis longtemps. Mais ça va être une course super le fun d'ici la fin de la saison. Hey! Et c'est commencé! Eh oui. Ouais, ça va être à la baïonnette jusqu'à la fin là, pour se rendre jusqu'au bout. Et c'est souvent pour ça qu'on voit des équipes parfois, qu'on voit souvent en début de séries éliminatoires, des équipes qui se sont battues pendant une demi-saison pour se qualifier de justesse, qui arrivent et qui manquent d'essence quand ça commence parce que la bataille a été longue. Et sur les changements d'entraîneur, je pense qu'on a déjà parlé de ça ici, du fait que c'est normal. Il y a énormément d'études qui ont démontré que quand des équipes perdantes procèdent à un changement d'entraîneur, il y a un soubresaut. Après ça, le naturel revient au galop. Mais on regarde, ça s'est produit partout dans la Ligue. Là. Quand Jim Montgomery a été congédié à Boston, les Bruins jouaient pour 475. Il y a eu un rebond. Les Bruins ont eu une fiche de 7-2 lors des matchs, 9 matchs suivant le changement d'entraîneur. Et depuis le 10 décembre, ça va beaucoup moins bien. À Saint-Louis, Drew Bannister a été congédié. Les Blues jouaient pour 431. Il y a eu un rebond dans les 7 matchs suivants, fiche de 5-2. Après ça, c'est redevenu plus difficile. À Chicago, on s'entend, là, on savait que changer Luke Richardson, ça n'allait pas corriger la trajectoire. Mais ils ont quand même eu une fiche de 4 victoires, 3 défaites lors des 7 matchs suivants. Puis après ça, ça s'est... le naturel est revenu. Ça s'est estompé. À Détroit, là, ils sont en plein dedans, là, avec les 7 victoires consécutives et peut-être une 8e ce soir. Mais j'y crois un peu plus à Détroit. Sur le fait que ça peut se maintenir? Oui, pas de cette manière-là, mais c'est parce que la structure défensive que généralement Todd McLellan apporte à ses équipes, s'il réussit à implanter ça, c'est la principale chose dont les Red Wings ont besoin. Ouais. Puis ça il peut pas. C'est plus facile, dans une certaine mesure, d'amener tes joueurs à mieux jouer défensivement que quand tu es un bon coach, puis c'est un coach aguerri, que de trouver des façons de générer de l'attaque quand le réservoir est à sec. Puis tu regardes à Boston, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, c'est une équipe qui a énormément de difficultés à marquer des buts, puis je suis pas sûr que le changement d'entraîneur apporte quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est la deuxième fois qu'on se sert du thème réactif. Et moi, j'aime ça être réactif quand on est déjà là. Oui, c'est bon. C'est moins stressant que là, de devoir abandonner ce qu'on fait et de se pointer au studio en toute réactivité. On apprend que Emil Heinemann aurait été impliqué... a été impliqué. Je peux arrêter d'utiliser le conditionnel. A été impliqué dans un accident de voiture hier à en tout cas, pas loin en Utah, là, à Salt Lake City. Et Martin, le Canadien vient de tweeter blessure au haut du corps. Oui, il était piéton. Il était piéton, aurait été heurté par une voiture, serait blessé au haut du corps, absence prévue de 3 à 4 semaines. Ça, ce n'est pas bon. Ça n'est pas bon du tout. Oui, mais honnêtement, je trouve que dans les circonstances, quand tu es heurté par une voiture, là, 3-4 semaines pour une absence, ça veut dire somme toute une légère blessure, c'est plus de peur que de mal. Là. Écoute, on pourra... Enfin, là, ça vient d'arriver. Là. On aura peut-être des détails éventuellement, mais tu vois, moi, je partage pas ce 3 à 4 semaines d'absence quand tu te fais frapper par un char. Ça sonne pas... Enfin, ça sonne... Fracture ou quelque chose du genre, je sais pas. On va pas spéculer, mais c'est que ça reste... c'est un membre important de l'équipe. C'est un des joueurs les plus productifs à 5 contre 5 de l'équipe. Il apporte... il complète très bien le trio de Jake Evans. Il est parmi les meilleurs recrues de la Ligue nationale cette année. Et ça, tu sais, tu subis déjà assez de blessures et d'avaries avec les blessures reliées au hockey au cours d'une saison. Les choses qui arrivent en extra comme ça, des fois, ça peut finir par peser lourd dans la balance. Et j'espère que c'est pas le début d'une hécatombe. Voilà. Comme on a déjà vu. Moi, ma première réaction, c'était c'est plate pour lui. Parce que c'était une saison d'éclosion. Une éclosion tout en... Pas en discrétion, mais une éclosion calme. Et il y a quelque chose d'apaisant, je trouve, là-dedans. Et il était permis de penser que il était sur une trajectoire ascendante, mais une ascension tranquille et constante qui, là, va être interrompue. Oui, mais là, sa saison n'est pas finie, là. Non. En tout cas,
3 semaines, 4 semaines, les circonstances auraient pu être... il aurait pu se faire ça dans le cours d'un match, puis on dirait, c'est plate. Il est interrompu dans son élan. Ouais. Là, c'est juste que c'est plus frappant parce que ce sont des circonstances qui sortent de l'ordinaire. Mais tu as raison tout à fait de dire que c'est une éclosion qui se passe de manière discrète parce que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un gars avec qui on n'a pas brûlé les étapes. Heinemann, il a payé son dû dans la Ligue américaine. L'année dernière, on a voulu lui donner une première audition, puis ça a plus ou moins fonctionné. Mais là, il revient cette année. Finalement, il est prêt à pouvoir contribuer à l'échelle de la Ligue nationale. Il montre les vertus de pouvoir prendre son temps puis de laisser les joueurs mûrir dans la Ligue américaine avant de les faire graduer. Et même une fois rendu dans la Ligue nationale, on l'a utilisé avec parcimonie. Et puis, sauf que son impact dans ces minutes est indéniable vraiment, que ce soit sur la deuxième unité d'avantage numérique, mais surtout dans la façon dont le quatrième trio réussit à passer du temps en zone adverse. On le sait à quel point Armia est excellent pour garder le contrôle de la rondelle, mais Heinemann aussi est très bon en échec avant. Evans connaît une excellente saison, puis c'est un gars qui utilise très bien sa vitesse en transition aussi. Donc, ces 3 gars-là, ensemble, passent beaucoup de temps en zone adverse, puis Heinemann est très, très, très volontaire puis très dynamique offensivement. Fait que et c'est le fun parce que en même temps, les projecteurs sont pas trop braqués sur lui. Et ce que je trouve regrettable, c'est que si jamais un autre joueur s'était blessé, lui m'apparaissait comme étant le gars qui méritait une promotion ou qu'on pouvait utiliser ailleurs dans la formation, puis dire, tiens, mais une place sur le top 9 qui s'ouvre, ben mettons Heinemann parce qu'il le mérite, puis il y a de l'espace pour qu'il puisse être utilisé davantage. Mais là... Cela dit, il y avait l'occasion de faire ça la semaine passée quand Patrick Laine était absent. Ouais. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Non, ils ont décidé... En fait, Martin Saint-Louis a décidé d'utiliser une rotation. C'est un peu étrange. La façon dont ça a été géré, c'est que Martin Saint-Louis voulait tellement ne pas toucher à ses trios que finalement, il s'est dit, on perd un joueur au sein de mon deuxième trio, puis on va donner des présences additionnelles à d'autres joueurs pour combler l'espace laissé vacant par Patrick Laine. C'est sûr que c'était plate pour Michael Pezzetta qui a joué des grenailles, 4-5 minutes ici et là. Ça aurait pu être une bonne occasion pour Heinemann de jouer davantage, c'est sûr. Mais probablement que le calcul qui a été fait, c'est de dire on a un trio, un quatrième trio qui joue davantage qu'un quatrième trio normal. Mm-hmm. On lui donne des bonnes minutes quand même. Et puis, laissons les choses... C'était pas une critique que je faisais. Non. Ça se défendait tout à fait comme modus. Là. Ben, ça aurait pu mal tourner. Des fois, quand c'est des portes tournantes au sein d'un trio, tu cherches d'une présence à l'autre, la chimie n'est pas toujours là. Mais Laine et Newhook ont quand même connu des bons matchs sans que... en fait, Dach et Newhook ont connu des bons matchs sans que Laine soit là. Ouais. Mais c'est vrai que Heinemann aurait pu faire l'affaire. Là. Alors, ça ouvre la porte, j'imagine, à un rappel de Joshua Roy. Là, c'est une longue absence. Ah oui, c'est ça. Ben, oui. Non, mais parfait. C'est difficile d'imaginer un autre scénario. Compte tenu de l'utilisation que Michael Pezzetta a eue jusqu'à présent, puis Joshua Roy a été choisi pour participer au match d'étoiles de la Ligue américaine, ça va quand même bien. 14 buts en 31 matchs, 27 points. On verra comment le Canadien va réagir à ça, mais... Ça, on parlait de constance tantôt. Il faut placer quelqu'un là qui va s'assurer que... Parce que le trio de Jake Evans c'est un trio important. Occupe une grande place dans cette constance-là du Canadien. Alors, un voyage qui tourne soudainement, drôlement avant que ça commence. Mais est-ce que Joshua Roy est le joueur dont le style de jeu se marie le mieux à celui de Evans? Puis l'an dernier, avec Armia... il y avait là un duo de mémoire. Je ne me rappelle pas qui pilotait l'unité. Peut-être Evans à l'occasion, mais il me semble que c'était pas ça le trio. Mais moi, je m'attendais en tout début d'année, cet été, là, je m'attendais à voir Roy et Armia sur une même ligne, 3e ou 4e ligne, par rapport à ce qu'on avait vu à la fin de l'année dernière. Ouais, moi, j'aime bien Jared Davidson. Je ne sais pas comment joue
Tuck aussi, par le temps qu'il faut. Qui a peut-être plus le profil d'un quatrième trio. Mais ce trio-là a une touche offensive aussi. Il ne faut pas négliger ça. Heinemann contribue offensivement pour cette équipe-là. Et en tout cas, j'espère j'imagine qu'on va vouloir préserver ça. Ben, ça va être intéressant. Le Canadien un petit peu est mis devant le défi de se compromettre à l'égard de Pezzetta maintenant. Puis dire, parce que là, c'est un joueur de quatrième trio qui n'est pas là. Si tu rappelles un gars pour qu'il joue à la place de Pezzetta, ben là, c'est un petit peu comme quand Martin Saint-Louis a décidé de ne pas utiliser Caden Primo lors d'une séquence de 2 matchs en 2 soirs. Il avait fait un peu son lit, puis ça annonçait des changements qui sont survenus après devant le filet. Mais là, si tu as une place qui s'ouvre sur le quatrième trio et que c'est pas Michael Pezzetta qui l'occupe, ben quelle sorte de place ce gars-là est censé occuper, tu sais? C'est un peu la place qu'il occupe depuis le début de la saison. 13e attaquant, c'est correct, mais le 13e espère toujours être un 12e au moins quand il y a... Moi, j'ai l'impression qu'on l'a gardé avec l'équipe simplement parce qu'on ne voulait pas utiliser un jeune de façon sporadique puis nuire au développement d'un jeune joueur. Puis on se disait, lui, il est là, c'est une mesure, c'est comme une bouée de sauvetage. Si à la dernière minute, on a besoin d'insérer quelqu'un ou qu'on est à l'étranger sur la route, on a besoin d'insérer quelqu'un, on a un gars qui est là. Mais c'est ce qui va arriver ce soir. On laisse nos joueurs... C'est ça. C'est ce qui va se produire. Michael Pezzetta n'aura jamais été aussi utile. Non, c'est pas fin. Mais il va être tout à fait dans son rôle, ce soir. Puis il faudra voir... Cela dit, il a pas mal joué, qui a été utilisé au cours des derniers matchs. Là, mais il a très peu joué. Là, donc, on n'a pas très confiance en lui. C'est son dernier match. Il a quand même eu une pénalité, je pense, dès sa première présence ou sa deuxième présence. Ça a été... Mais écoute, je suis d'accord avec Martin. Je pense que Joshua Roy et Jared Davidson sont probablement les deux meilleurs candidats. À moins d'une performance d'anthologie. À Salt Lake City ce soir, de la part de Michael Pezzetta. Ouais, regarde, moi, je lui souhaite. Vas-y, Mike. Ouais, en tout cas, on va voir. Dans le cas de Heinemann, la nouvelle est sortie tout d'abord. Je tiens à le préciser. C'est sorti d'un média suédois, Aftonbladet. Et c'est finalement cette nouvelle-là est arrivée. Je pense que tu es abonné, hein, à Aftonbladet. Tu reçois le... Oui, écoute, je reçois leur infolette. L'infolette d'Aftonbladet. Et la carte de Noël dans le temps des fêtes. Exactement. Signé par tout le monde. Non, mais tu fais bien de donner le crédit. Un mot sur l'Utah, la région, là. Êtes-vous... parce que Gascon est là-bas, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, on est mardi. Il va revenir un jour, là, hein, Jack? Il va revenir. Est-ce qu'il sera là? Il ne sera pas là vendredi, il va être là mardi prochain. Alors, on pourra lui demander, j'ai assez hâte de lui demander qu'est-ce qu'il a mangé. C'est une pièce de théâtre, ça, en attendant Gascon. En attendant Gascon, oui. C'est Samuel Beckett. Ouais. Non, mais il y a un peu... c'est ça, je pense que ça valait le déplacement. Hein, puis il y a plusieurs textes, il n'y a pas seulement ici, là, mais il y a... c'est ça. Là, c'est le premier match du Canadien là-bas. Il y a une petite page d'histoire. On parlait de ces équipes qui allaient bien, qui vont moins bien, qui allaient moins bien, qui vont bien. L'Utah est dans la première catégorie. Est-ce qu'on s'était emballé un peu vite? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'entre-saison. Ils ont complètement remodelé la brigade défensive pour le mieux. Ils ont été vraiment hypothéqués par les blessures à long terme à Sean Durzi et John Marino. C'est sûr que s'ils avaient été là toute l'année, ces deux défenseurs-là, peut-être que le portrait serait différent. Là, c'est une équipe qui se maintient, mais qui demeure quand même, pour l'instant, à l'écart du portrait des séries. Mais ils ont été quand même assez... ils ont traversé des moments plus difficiles récemment, mais c'est quand même une équipe qui s'est maintenue à peu près au même endroit dans le classement depuis le début de la saison. Mais je trouve qu'André Tourigny fait quand même du bon travail avec une équipe qui n'est pas mirabolante. Là, ils ont certains bons joueurs, mais ils ont besoin que tout le monde soit là pour que ça fonctionne. Puis dès qu'il manque des éléments, ben tu ressens davantage les trous là, dans leur formation. Ouais, ils n'ont pas beaucoup d'attaques. C'est une équipe qui est bâtie depuis l'arrière. Là. Une brigade défensive qui est expérimentée, mais il manque 2 gros morceaux, comme Marc-Antoine vient de le dire. Puis, quand ton centre numéro 1 n'a pas 20 ans encore, là, ça dit quelque chose sur l'ADN de ton... C'est ça. Et, là, tu parles de Cooley. Oui, Logan Cooley. Et ils ont 3 joueurs dans l'équipe qui se dirigent vers une saison de 20 buts ou plus. Là. Donc, c'est une équipe qui a de la misère à marquer des buts. Récemment,
Je pense qu'ils sont dans les 3-4 dans les 3-4 pires équipes de la Ligue offensivement. Puis défensivement, ils vont moins bien un petit peu qu'à l'habitude. Alors, mais c'est le genre de match que le Canadien doit quand même remporter. C'est une équipe qui se présente à tous les soirs. Là. Utah, c'est une équipe qui travaille fort quand même, qui est toujours présente. Mais tu regardes le calendrier du Canadien, tu t'en vas à Dallas après, tu reçois Toronto samedi. Il faut remporter ces matchs-là s'ils veulent rester dans la course. Vas-y, oui. Oui, ben, c'est parce qu'ils avaient, entre autres, dans les dernières années, un gars qui s'appelle Mathias Meccelli qui a vraiment eu des belles saisons pour eux. Puis ça a été quand même une bonne surprise. Puis, c'est quand je disais tout à l'heure que c'est important que tes meilleurs joueurs t'en donnent parce qu'ils n'ont pas énormément de profondeur. Ça en est un bon indice, un bon exemple. Le Meccelli, l'année dernière, il a eu 57 points. Il a marqué 17 buts, il a été quand même un facteur intéressant, mais là, cette année, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Il a seulement 12 points en 41 matchs, fait que c'est assez tranquille. Alors, oui, Cooley, il en a beaucoup sur les épaules. Clayton Keller est habitué à ça. Ils ont Dylan Gunter aussi, qui est un autre très jeune joueur que certains voient comme étant un potentiel marqueur de 40 buts plus tard. Il avait commencé la saison en force, là. Alors, c'est encore à l'attaque une très, très jeune équipe, puis tu peux pas non plus t'attendre à des miracles. Je pense que dans les circonstances, ils font du mieux qu'ils peuvent. Là. Est-ce qu'il est blessé à long terme, Gunter? Je vois un petit carreau, une petite croix rouge à côté de lui, là, mais c'est vrai qu'il avait une très bonne saison. Oui, ben là, il a quand même joué 40. Il y a 41 matchs. Oui, c'est ça. Il doit être au jour le jour. Ouais. Est-ce que, à la lumière de ce que vous avez lu, parce que c'est ça, il y a beaucoup de presse là, sur le sujet, ça va être un succès, hein, je pense. Ça va... on était optimiste. Enfin, je ne sais pas, là, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais tout le monde s'attendait à ce que la greffe prenne. C'est ça que je pense que c'est ça que, à la lumière de ce qu'on entend, là, alors que les confrères sont là-bas, c'est pas mal ça qui est en train de se passer. C'est certainement mieux que ce que c'était en Arizona. Alors, en termes de... Oui, évidemment. Il y a eu... je pense qu'il y a eu un bel emballement, mais c'est pas non plus un succès extraordinaire comme à Vegas, là. Je pense qu'il va... Ouais. Mais c'est un marché qui est un petit peu plus timide. C'est un marché qui est moins... expansif. Ben, ce qui est moins... Oui, puis peut-être moins axé sur le sport en général. Tu sais, t'as des villes qui, culturellement, sont tellement... qui baignent dans le sport. C'est un naturel. Salt Lake, peut-être un petit peu moins, mais quand même, ils ont... oui, en fait, excusez-moi, parce que j'étais distrait. Dylan Gunter est absent pour une période indéfinie à cause d'une blessure au bas du corps. Alors, ça, c'est... Mais ça, tu sais, destination de sport d'hiver, ville olympique, c'est quand même... Ouais. Tu t'attends à ce qu'une équipe de hockey puisse... Mais comme je dis avoir souvent, plus de chance qu'en Arizona. Comme je dis souvent, faire du sport, c'est pas comme regarder du sport. C'est peut-être une ville qui fait du sport. Alors que on a besoin de gens pour le regarder. Ouais. Ils font vivre une équipe de la NBA, une équipe de la MLS. Et les propriétaires, surtout, semblent très, très dynamiques. La dernière fois que le club de l'Utah est venu à Montréal, André Tourigny, après le match, nous disait à quel point c'est un monde de différence par rapport à ce que l'organisation vivait, à ce que les joueurs et les entraîneurs vivaient en Arizona, à quel point on ne lésine pas, on lésine sur rien pour que tout soit à la fine pointe, le traitement des blessures, l'encadrement, les services offerts aux joueurs. Puis je lisais notre confrère Simon Olivier Lorange dans la presse ce matin. On fait beaucoup la promotion de l'équipe de hockey là-bas, même durant les matchs de basket. Alors, ils prennent les moyens. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'il n'y a rien qu'un joueur de basketball de la NBA aime plus que de répondre à des questions sur les expressions au hockey pour les capsules de temps d'arrêt pendant un match. Hein, ça, c'est des paysans. Oui, ça fait changement. Ben, moi, la seule hésitation par rapport à l'Utah, puis je ne sais pas exactement le phénomène qui explique ça, mais selon les données les plus récentes, c'est l'équipe qui a le taux d'occupation de son édifice le plus bas de toute la Ligue nationale, avec seulement 68,7 % de taux d'occupation. Donc ça, c'est pas bon.
Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de sièges qui ne voient pas, qui ne sont pas des sièges comptabilisés. obstrués à cause de la formation basketball. Fait qu'ils les donnent ou ils les vendent C'est pas ça, cher à des étudiants. ouais. Fait qu'ils comptent juste les sièges qui donnent une visibilité Ils sont complète. vendus, dans le fond. C'est ouais. ça. Fait que les 11 000 quelques billets parfaits de l'amphithéâtre sont tous vendus et les autres ne sont pas comptabilisés. C'est pour ça que le taux d'occupation est plus bas. Mais enfin, ça revêt certainement là, d'un petit caractère exotique. Puis, ça faut falloir se coucher tard ce soir si on veut en avoir une impression de l'expérience complète. Je suis dans mon pick-up, sur la longue route. Y'a personne qui m'aime, puis j'ai perdu tout. Mais mon chien veut plus me parler. Heureusement, j'ai le hockey. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Texte Jacques-Alexis Bernardin, musique et interprétation, une machine. C'est ce que c'est ça, Jack? J'ai donné les crédits. Puis on la paye combien, cette machine-là, pour rien? Ah, ça, par exemple, là, ça c'est intéressant. C'est la raison pour laquelle c'est une machine, malheureusement. Je trouve ça... je suis mal à l'aise. Il va falloir que j'aille prendre une douche. Mais bienvenue dans le futur. On vous a demandé via les réseaux sociaux, parce que mine de rien, on a fait le bilan la semaine passée, mais quand il y a un bilan de mi-saison, c'est parce qu'il y a une mi-saison, une autre demi-saison qui s'en vient. Ça n'a pas été la question la plus populaire, cela dit, sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, mais quelques bonnes réponses. Alors, on a demandé quelle sera la surprise de la deuxième moitié de saison. Sentez-vous à l'aise de réagir ou non? Sur Facebook, Jean-Pierre dit Elias Pettersson à Montréal. Toujours sur Facebook, Éloi, on va battre le record de Gretzky. Oli va battre le record de Gretzky cette saison. Qu'est-ce que j'ai dit? Oli, oui, Ovi. Je l'ai mal lu juste 3 fois de suite. C'est vrai que les Yakinen reviennent au jeu, puis il en reste un couple de vieux. Je l'ai vu, Yakinen, dans une vidéo virale. Il est rendu entraîneur. Il payait une traite à ses joueurs. Ouais, c'est ça. Hein? J'étais comme, hey. Salut, Yakinen. Alors, je recommence. Éloi qui dit Ovi va battre le record de Gretzky cette saison. Sur Facebook, toujours, Richard Caulfield va terminer la saison avec 40-45 buts. Pas de nouvelles. Si vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord. Ben, écoute, il n'y a pas énormément de surprises. Mais... Non. À part Pettersson à Montréal. Ouais, ça, on va dire, ça serait une moyenne surprise. C'est juste que ça n'arrivera pas. Simon, sur Facebook, le Canadien va faire les séries éliminatoires. J'ai rajouté séries. Là. Va faire les éliminatoires. Le détail. C'est pas impossible? Non. Oh. Simon, sur toujours le Facebook, Crosby sera échangé. Marc-Antoine, t'as envie de réagir. Vas-y, réagis. Dis quelque chose. Non, je pense pas que ça va arriver, ça. Non? Non. À la date limite des transactions, si les Pingouins sont out? Non. Je pense que si ça devait se produire, ce serait durant l'entre-saison, mais ce sera certainement pas à la date limite des transactions. Puis de toute façon, je pense que le dernier contrat qu'a signé Crosby avec les Pingouins scelle un peu toute cette histoire-là parce qu'il l'a fait avec les yeux grands ouverts par rapport à la situation des Pingouins, puis il est engagé envers cette équipe-là, puis il faudrait vraiment que ça se mette à aller encore plus croche pour qu'il aille voir Kyle Dubas puis qu'il lui fasse comprendre que ce serait peut-être mieux qu'il l'échange, mais puis je m'attends pas à ce que ça se produise, puis si ça devait se produire, ce serait beaucoup plus durant l'entre-saison que durant qu'à la date limite. Là. C'est drôle, moi, je pense pas que Crosby va finir sa carrière à Pittsburgh. À moins que les Pingouins deviennent les nouveaux Capitals de Washington. Là. J'ai bien de la difficulté à imaginer ça. Oui, mais en même temps, regarde, disons, les Capitals étaient pressés par la poursuite du record de Ovechkin, puis on en a parlé la semaine dernière, ils ont été très créatifs pour pouvoir rajeunir leur formation puis redevenir compétitifs. Pourquoi les Pingouins ne réussiraient pas la même chose? Ben parce que c'est pas facile. Ben, c'est pas facile, je pense qu'ils essayent, puis ils réussissent pas. Ben, c'est un processus qui prend plus qu'une journée, là, mais je pense que... À Washington, ça a pris 2 jours.
Ça a pris, Après une grosse semaine. ça a pris 2... En fait, ça a pris 2 trade deadlines de suite là, OK. pour qu'on y Bon, arrive. mais on va être au deuxième, là, de Kyle. Je pense le petit génie. c'est Je l'espoir. l'ai encore. Non. Je pense que c'est l'espoir qu'entretient Crosby. Sidney Crosby. Ouais, Ouais. c'est bon, on lui souhaite, là, cela dit. Et je lui souhaite, là. C'est juste que je vois pas ça arriver. Et si ça arrive pas, je vois pas pourquoi il resterait. C'est plus ça, bon. OK, une dernière sur Twitter. R. Baron qui dit Patrick Laine qui marque un but à force égale. Hein? Ça, c'est Hein? drôle. On l'a pas. J'aime ça. Alors, avez-vous vous là, qui cultivez les superstitions, là? Une surprise, quelque chose une surprise? Pas obligé, là. Parce que je vous demande ça comme ça, la brûle pour point, c'est voulu, mais s'il n'y a rien, il n'y a rien, là. S'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ben, je pense qu'à un moment donné, sorti un peu de nulle part, Kirby Dach va avoir une séquence du tonnerre. Kirby Ça, Dach ce va serait marquer une un surprise. but à force égale. 2 Non. peut-être. Tu sais, Ouais, tu je penses? trouve qu'il y a comme un côté... il y a comme un peu un côté volcan tranquille chez ce gars-là. Puis que, tu sais, c'est les sismologues surveillent l'activité. Je pense que c'est les sismologues qui s'occupent Oui, aussi absolument, des volcans. absolument. Oui, tout à fait. Et puis là, qui guette, là, ah ouais, c'est un volcan en dormance. Puis on le surveille parce qu'un jour, il va peut-être y avoir une éruption. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui bouillonne en dedans. Puis à un Ouais. moment donné, ça va faire... pouch, tu sais. Alors... Le seul problème avec ton analogie, c'est qu'un volcan, c'est un événement. Tu sais. Oui. Ça pète, puis ça arrête, puis c'est fini après. Ben enfin, je suis pas sismologue, Oui. mais c'est ce que je retiens. Oui. C'est ce que j'ai retenu. Donc, c'est plus... Non, mais c'est peut-être ça qui va c'est arriver. plus Gilbert Dion, hein? Ouais. Ou Chris Contos, C'est ou ça. des gars comme ça Une- qui sont juste de passage, Un ça dure moment, pas longtemps. puis des puis fois c'est 2. parti. Ah ouais. Kirby, le Vésuve, Dach. OK, hey, en finissant, en terminant, là, Martin, je veux que tu m'expliques parce que c'était dans l'actualité la transaction qui faisait passer la propriété des Bulldogs de Brentford, anciennement les Bulldogs d'Hamilton. Exact. Hein, corrige-moi si je me trompe. Anciennement de la Ligue américaine, mais qui était une équipe qui est une équipe de la Ligue junior de l'Ontario, Exact. qui, pendant cette transition-là, appartenait au nouveau propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Michael Andlauer. Est-ce qu'il était obligé de la vendre? Non. Ça n'a pas rapport, mais enfin, il l'a vendu. C'était à vendre, il l'a vendu. Et il l'a vendu à la famille Hyman, dont on connaît le fils prodigue Zach, mais qui est une famille qui enfin, c'est le papa, Stuart Hyman, emmenait large dans le hockey junior, mineur, ontarien. Et là, ce que je comprends pas, parce que l'histoire, c'est que le père Hyman avait acheté des équipes mineures. Ça, ce bout-là, je comprends pas comment ça fonctionne. Stuart Hyman, dans le hockey mineur canadien, c'était un peu l'inventeur de la peste. d'un fléau épouvantable. À la fin des années 90, au début des années 2000, il s'est mis à spéculer sur le hockey mineur dans la région de Toronto. Et le hockey mineur à Toronto, bon, ce sont des organismes à but non lucratif, là, des organisations. Il y a des organisations 3A, des organisations d'excellence, des organisations à but non lucratif, puis les organisations qui font du hockey communautaire aussi récréatif. Okay. Et lui s'est mis à acquérir ces organisations-là. Il allait voir les dirigeants, puis il disait écoute, tu as des équipes 3A de l'âge atome jusqu'à midget, je vais te donner 300 000 $ pour ça. Puis je vais être le président, puis c'est moi qui vais gérer ça. Et il y a une enquête journalistique du Toronto Star en 2004 qui a révélé que Stuart Hyman contrôlait 93 équipes de hockey mineur dans la région de Toronto. Il y avait 1500 joueurs. Donc, parmi son empire de hockey mineur. Et il fonctionnait de façon assez particulière. Souvent, les équipes dont il prenait possession, les coûts d'inscription doublaient. Alors, mettons que ça coûtait 1 000 $ pour jouer. Là, ça passait à 2 000 $. Mais mettez ça à 1 000 $ de plus par joueur pour 1500 joueurs. Ça fait énormément d'argent. Et il obligeait les joueurs de ces équipes à porter de l'équipement neuf à chaque saison. Donc, on achetait des chandails neufs, des sacs d'équipement neufs, etc. Il fallait avoir les gants, le casque, tout ça qui allait ensemble. Et c'est lui qui fournissait ça. Donc, c'était sans doute une source de revenus intéressante. Et ça a fait un immense scandale à l'époque à Toronto. La ville de Toronto a déclenché une enquête, savoir ce qui se passait, comment ça se faisait qu'il
des gens spéculaient sur le hockey mineur et faisaient une entreprise lucrative de ça. Et les gens de la Ligue, la GTHL, la Ligue de hockey mineur torontoise, qui est la plus grande ligue de hockey mineur au monde, eux étaient désarçonnés sans pouvoir intervenir par rapport à ça, parce que les statuts et règlements ne prévoyaient pas de façon de contrôler ça, de prévenir les conflits d'intérêts. Et finalement, ça a duré pendant 9 ans, cette situation-là, et c'était très controversé. Là. Ils possédaient des équipes de joueurs âgés de l'âge de 3 ans jusqu'à 20 ans. Là. Il y avait même des équipes junior A, Stuart Hyman. Ses 5 fils jouaient dans des équipes qui lui appartenaient ou qu'il contrôlait. Et ça s'est arrêté. Et il disait, Stuart Hyman, que son rêve, c'était de avoir un empire de hockey dans lequel des joueurs pourraient évoluer de l'âge de 3 ans jusqu'à la Ligue nationale et qu'éventuellement, il voulait acquérir une équipe de la Ligue junior de l'Ontario et s'impliquer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il y avait des grandes ambitions. Et finalement, en 2008, Hockey Canada a dit là, ça fera. Ils ont dit on va t'imposer un audit financier, comptable et financier pour on va te faire ouvrir tes livres, puis on va regarder ce qui se passe là-dedans. Et plutôt que couvrir ses livres, Stuart Hyman s'est complètement dissocié de toutes ses équipes de hockey mineur. Il a préféré se retirer plutôt qu'ouvrir ses livres comptables. Et il est resté impliqué au niveau junior A. Il est d'ailleurs le président de la Ligue junior A de l'Ontario, le commissaire, puis il est gouverneur d'une équipe aussi. Alors, de voir cette famille-là s'impliquer au niveau junior majeur, ça laisse entendre que le vieux rêve est encore là, de gravir les échelons du hockey, de se rendre jusqu'à la Ligue nationale. Mais surtout, ce fléau-là qui a été instauré par Stuart Hyman il y a une vingtaine d'années, il est resté des traces importantes de ça. Il y a des séquelles qui sont encore ressenties aujourd'hui. Et d'ailleurs, notre confrère Rick Westhead de TSN révélait l'année passée que c'était rendu au niveau de l'implication financière, de la spéculation sur le hockey mineur à Toronto, où des parents allaient voir les dirigeants des organisations 3A, mettons, pour dire, là, mon fils, cette année, l'année prochaine, il va être bantam. Je vous donne 100 000 pour prendre le contrôle de l'équipe pendant une année, pendant l'année où mon fils va être là. Donc, je vais choisir l'entraîneur, je vais avoir un droit de regard sur le choix des joueurs et tout ça. Et donc, il y a des dirigeants de l'organisation qui sous-louent des équipes comme ça au gré des parents les plus riches là, qui veulent contrôler l'environnement. Alors, c'est absolument, c'est absolument épouvantable. Mais on se demande après pourquoi il y a de la difficulté dans le hockey mineur au Canada, pas seulement au Québec, mais là, quand tu as des enflures financières de cet ordre-là. Là... Non, c'est épouvantable. Et donc, ça a été un peu... pas le patient zéro, là, mais l'instigateur zéro. L'inventeur de la peste, j'aime ça. Exactement. C'est pour ça que je disais ça au début. Ça a laissé des séquelles. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'apprendre que les Hyman vont avoir une équipe junior majeure, mais leur implication n'aura pas l'ampleur de ce que ça avait au hockey mineur il y a une vingtaine d'années, mais c'est une famille quand même très controversée dans l'histoire du hockey mineur canadien. Est-ce qu'une situation comme ça pourrait se produire au Québec? Je pense pas. Non, hein? Parce que c'est ça, quand je te dis explique-moi, c'est ça, j'ai de la difficulté à... Parce que c'est pas les associations de hockey mineur au Québec, c'est pas des organismes fermés. Il y a des élections. Oui, c'est ça. Et le Hockey Québec est en train de travailler beaucoup sur la gouvernance aussi. Obligation d'avoir des gens qui proviennent d'horizons différents sur les conseils d'administration et tout ça. Mais on a d'autres problèmes au Québec. Là, Rassurez-vous. Quand Jocelyn Thibault a démissionné l'année dernière, en disant qu'il y avait des roitelets un peu partout qui étaient réfractaires au changement, il y a beaucoup de gens qui contrôlent leur petit royaume et qui ne comprennent pas, qui ne voient pas la forêt, ce qu'il faut accomplir en tant que collectivité au hockey. Alors, on a d'autres enjeux, mais on n'a pas ces prises de possession-là financières là, des organisations, mais pas de cette ampleur-là. Mm-hmm. Moi, tu as commencé en présentant ce segment-là en parlant de Michael Andlauer, puis du fait que les Bulldogs de Hamilton ont déménagé à Brantford. Entre autres, c'est parce qu'il y avait des grosses rénovations au Colisée Cops de Hamilton. Et puis là, étant donné que la concession ne retournera pas là, j'ai hâte de voir parce que l'association ou
comment je pourrais dire, l'affection de Michael Andlauer pour la ville de Hamilton ne s'est jamais démenti. Il a toujours veillé à ce qu'il y ait du hockey à Hamilton. Ouais. Ah, je te vois, je pense que je te devine. Je serais pas surpris pour être allé à Belleville, voir les Senators de Belleville jouer là dans un environnement qui est à peu près qui est correct pour un marché de hockey junior, mais pour la Ligue américaine, là, c'est franchement limite. Là. Je serais vraiment pas surpris qu'à un moment donné, Michael Andlauer déménage la filiale des Sénateurs de la Ligue américaine dans la cour des Maple Leafs. Ouais. Wow. Ben, pourquoi pas? Et comment dire? Et Belleville, c'est quoi? C'est pas une ville qui est bien nommée? Ouf. Non? D'accord. Disons que... Il parle pas français. Il parle pas français. Faut aller un peu... Ça paraît. Faut aller un peu dans les terres derrière puis se rendre à Prince Edward County puis dans des places comme ça qui sont beaucoup plus jolies. Mais Belleville, en tant que tel, non, c'est pas exactement... c'est pas une station balnéaire, là. On s'entend. D'accord. Et on va surveiller l'arrivée des Senators de Hamilton. Ben, déjà, ça sonne... Je serais pas surpris. Pas mal. Je suis jamais allé à Hamilton, au Cops Coliseum. Non, c'est... Ben écoute, c'est sûr que ça vieillit, mais c'est quand même un gros amphithéâtre. C'est ça, c'est une grosse ville. Oui, absolument. Mais Hamilton, c'est un petit peu... Hamilton, c'est le Pittsburgh du Canada. C'est de l'acier, c'est assez ouvrier. C'est ou le Trois-Rivières de l'Ontario, si tu veux, d'une certaine manière. OK. Alors... mais c'est un territoire qui a toujours été étrangement disputé en termes de hockey, parce qu'effectivement, le Canadien a eu son club Eagle là, pendant plusieurs années. C'est coincé à mi-chemin entre Toronto et Buffalo. Fait que, tu sais, puis il y a beaucoup de monde dans cette région-là quand même. Alors, c'est stratégique. Oui, absolument. Névralgique. Exactement. Comme le Kamtchatka puis le Okhotsk. C'est quoi donc? Tu es tout seul, là. T'es tout seul avec ça. Oui, le Yakoutsk. Okay. C'est ça, le Yakoutsk, puis l'Oural. T'as jamais joué à risque, toi, hein? Non, c'est correct. J'ai joué une fois, je pense. Ma gueule. J'ai joué une fois. Non, mais Martin, il comprenait ta... Non, j'avais aucune idée, j'étais largué. Jack, lui, il m'a compris. Jack est en régie. Voilà, ouais, c'est ça. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, mon cher. Ça fut un plaisir, encore une fois, messieurs. Et Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. C'est ce qu'on me dit. On n'a toujours pas récupéré Gascon pour vendredi. Non, pas de Gascon. Pas de Gascon cette semaine. Vous allez souffrir ma présence 2 fois cette semaine. Ben, écoute... J'imagine qu'on sera récompensé d'une manière ou d'une autre. J'imagine qu'on sera compensé. Enfin, on va aller voir. Moi, ça me compte. J'ai aucune plainte à formuler, aucune réserve. Et Gascon sera de retour la semaine prochaine et on pourra lui demander comment il a trouvé ça, l'Utah. Oui. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Couchez-vous pas trop tard ce soir, même si c'est ce qui risque d'arriver. On se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.